Radio Campus Lille, il est 16h. Sur Radio Campus Lille, vous avez rendez-vous avec la 22e édition du festival Latitude Contemporaine. Retrouvez les reportages, les invités et les chroniques de Jade, Noémie, Nathan et Alice dans l'émission Quoi de neuf, mercredi 16h sur Radio Campus Lille, partenaire de Latitude Contemporaine depuis sa création. Auditeurs et auditrices, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Quoi de neuf, une émission de Radio Campus Lille. Je suis Nathan et je suis accompagné aujourd'hui de Alice, bonjour. De Noémie, bonjour. Et enfin de Jade à la régie. Bonjour. On vous invite donc à rester avec nous durant l'heure car aujourd'hui on va parler de danse, individuelle comme collective, d'identité et de passé douloureux. On vous l'avait promis la semaine dernière, le 11 juin s'était déroulé le spectacle de Cavalier impur. Latifa Lahabissi et Antonia Baer, les créatrices, comédiennes et metteuses en scène de ce spectacle, ont accepté de nous parler de leur travail, de leur pratique et des procédés artistiques et les raisons de pourquoi elles ont décidé d'aborder ces sujets-là. On vous avait promis leur interview et la voici. Donc déjà, bonjour, merci beaucoup d'être venu pour l'interview. Donc je vous laisse vous présenter rapidement en quelques mots si vous le désirez. Je suis Antonia Baer et aussi Werner Hirsch et j'ai beaucoup de noms. Mais voilà, 2 ça suffit pour l'instant pour l'interview. Et j'habite à Berlin et je travaille avec Latifa Lahabissi. C'est la 2e pièce qu'on fait ensemble. Donc je suis Latifa Lahabissi, la personne qui travaille avec Antonia Baer, Werner Hirsch et plein d'autres personnalités. Et voilà, et je suis danseuse et chorégraphe, je dirige aussi un festival et je viens de Rennes. Ok, super. Du coup, la première question que je vais vous poser, ça va être si vous deviez décrire votre spectacle, donc Cavalier impur, en quelques mots, lesquels est-ce que vous utiliseriez personnellement ? Oui, une cavalcade très impure et un collage aussi de plusieurs scènes en 60 minutes. Des chevaliers de l'Apocalypse joyeuse. Okay. Donc pourquoi des chevaliers en particulier, des chevaliers de l'Apocalypse en particulier ? Non, ça a été... en fait, c'est un journaliste qui nous a dit qu'il voyait ça dans la pièce. Et ça nous plaît beaucoup. Nous, on dit plutôt cavalier. Mais voilà, mais ça nous va. Chevalier de l'Apocalypse joyeuse, c'est parfait pour la pièce. Et donc, comment est-ce que ça vous est venu cette idée justement de créer ce spectacle ? Est-ce qu'il y a une base qui était quelque part ou est-ce que juste c'est venu d'une idée globale ? Disons que le spectacle d'avant c'était 3h30 et c'était un long truc comme ça. Et puis là, on a voulu faire un format plus cabaret et plus des numéros quoi. Et oui, après il y a plein de sources différentes qui nous inspirent, qui informent chaque numéro. Pour compléter, en fait, c'est comme si on était parfois habité par des fantômes de personnes qu'on aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est pas qu'on les cite, mais ils sont avec nous, dans nous, devant nous, parfois, ou des fois, ils nous chuchotent des trucs à l'oreille. Voilà, d'autres choses qu'on a inventées complètement, parce que voilà, ça nous plaisait de par exemple, refaire une Marseillaise à la sauce ménopause. Voilà, donc ça dépend des matériaux, mais c'est vrai ce que dit Antonia, c'est l'idée de départ, c'était d'abord une chose, on peut dire, pas formelle, mais sur la forme, c'est-à-dire cabaret, avec un collage de numéros relativement courts, qui vont de 1 minute à peut-être le plus long va jusqu'à 7 minutes peut-être. Voilà, donc c'était de se dire que la dramaturgie, elle allait arriver par accumulation, mais qu'on ne s'en occupait pas vraiment. On colle plein de choses les unes après les autres en espérant que ça raconte quelque chose, mais je crois. Donc justement, sur le fait que vous désirez raconter des choses, donc apparemment... Non, je sais même, vous le dites vous-même, c'est votre travail, il tourne autour des sujets liés aux questions de l'âge et du genre. Et donc, la question, ce serait, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'explorer ces termes et ce sujet-là en particulier, au lieu d'un autre qui aurait pu peut-être vous toucher également ?
Oui, alors l'âge c'est parce qu'on y est, on est en plein dedans et enfin moi je suis fière de l'être. Et puis voilà, c'est de célébrer ça. Le rouge, la ménopause, enfin après il y a plusieurs significations à ça, mais voilà. Et puis oui, c'est vrai que dans le cavalier impur, en fait, comme c'est un collage, il y a la possibilité d'être plein de gens, plein de facettes de nous-mêmes dans ce court temps, en fait. Elle a tout dit. Non mais là c'est clair que voilà, c'est vraiment bien aussi d'être avec ce qu'on est, comme dit Antonia, on incarne, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a plein de fantômes, on incarne plein de figures différentes ou de personnalités de l'art ou pas de l'art d'ailleurs, mais aussi faire avec le réel de ce que l'on est, ça, pour nous c'est hyper important. Et voilà, de pas chercher du tout à gommer ça, donc c'est pas un spectacle lifté. Donc ce serait un peu montrer une sorte de transparence vis-à-vis de ce sujet-là, ces thématiques-là en particulier, parce que c'est des choses qui peuvent être un peu parfois des tabous pour certaines personnes, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. En même temps, nous on l'a pas pris comme sujet, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit tiens on va travailler sur la ménopause, personne n'a fait ça, ou alors c'est tabou tout ça, même si je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est totalement tabou, mais c'est plutôt que c'est arrivé parmi tout le reste. C'est pas un sujet principal et c'est pas un manifeste sur la ménopause du tout. Mais c'est un élément parmi plein d'autres dans ce spectacle et il n'était pas question de le recouvrir. Il est là dans nos corps, il est là dans notre fantaisie, dans notre rage, dans notre imaginaire, enfin voilà. Donc il n'y avait aucune raison que ce soit pas là au plateau. Mais c'est pas du tout une pièce sujet. Voilà. Oui, en fait, comment c'est venu, c'est joli aussi, ménopause. Comme ça sonne, oui. Et puis, et puis les cavaliers impurs, ça venait aussi un peu de là aussi. Oui. Ouais. Et donc on en parlait en off. Vous aviez déjà fait ce spectacle à Rennes et durant l'interview, vous aviez dit, je cite, que vous souhaitiez tordre le cou à ces questions pour en rire, notamment donc questions liées à l'âge et le genre. Et donc de ce fait, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le rire, en tout cas l'humour, c'est un moyen, si ce n'est peut-être le meilleur moyen, si quelqu'un ou un artiste veut faire passer un message ou veut traiter de certains sujets? Oui, le rire, c'est très important pour nous, mais c'est pas forcément... Enfin, on essaye peut-être pas forcément de faire passer un message comme ça. Allez, toi, il faut que tu comprennes ce que je t'ai à te dire et boum. Mais c'est plus... le rire, c'est plus quelque chose qui fait exploser, qui a une qualité explosive. Et puis, puis les gens, ils rient pas toujours au même endroit non plus. C'est-à-dire que le public, il est libre de rire là où il veut c'est pas comme une comédie. Une comédie, le rire, il est calé sur des moments précis. Et là, c'est plus une qualité qui fait partie de la sauce, mais qui est laissée au public libre de rire là où il veut, quoi. Mais je crois que déjà, le rire, c'est vraiment quelque chose qu'on partage ensemble. C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que c'est un moteur de travail déjà Et puis, ça nous permet de nous autoriser à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a aucune censure sur rien, à peu près rien. Donc, et ça, c'est aussi une forme de distance. Et puis aussi pouvoir rire de soi, pas oser être ridicule ou pas sur le meilleur jour de nous-mêmes ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a déjà ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire qu'on partage dans le travail. Donc que ça se retrouve sur scène, d'une certaine façon, c'est pas que ça n'est pas un effort, mais c'est un peu ça fait partie des ingrédients qu'on manipule tout le temps. Et puis aussi le rire, c'est une stratégie de survie, parce que c'est aussi des façons pour soi-même de désamorcer des violences symboliques, et de les retourner et d'en faire aussi
pas une arme, mais en tout cas une façon de déminer quand même. Déminer plus que armer, déminer des choses qui nous affectent. Donc voilà, il y a un peu tout ça, mais qui sont pas tant analysées. Là, je le dis comme si on y avait pensé, qu'on s'était dit ouais, il y a le rire, on va l'utiliser comme ça. Non, c'est vraiment, je pense que ça fait partie d'une réalité, puisque vous avez nommé une question de genre, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie d'une réalité pour Antonia Werner et toutes les voilà. Pour moi, pour d'autres raisons. Et donc c'est là parce que j'ai envie de dire que c'est quelque chose c'est une stratégie de survie aussi, je pense, mais qui a vraiment qui a à la fois une puissance critique et à la fois une puissance de relâchement. Donc pour le public c'est super parce que ça peut détendre quelque chose et puis ça peut retendre autre chose. Enfin voilà, donc dramaturgiquement c'est hyper intéressant, mais on se dit jamais on va faire un spectacle comique, quoi. Pas du tout. Ça, voilà. C'est pas la première intention quand vous le faites, en tout cas. Non, c'est pas la première intention, mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'on rit beaucoup en travaillant, même si c'est ultra sérieux, c'est ultra documenté, c'est beaucoup de travail et tout ça. Mais on rit beaucoup parce que je pense que c'est hyper important de s'autoriser. C'est-à-dire de vraiment... Il y a un endroit aussi presque de la transgression qui est hyper importante pour toucher d'autres affects, en fait. Pas juste rester lisse au-dessus des questions, mais vraiment plonger dans le nœud et puis voir ce que ça donne. Et donc la dernière question que je vais vous poser pour terminer cette interview, ce serait si vous deviez choisir une musique ou un son qui pourrait décrire votre spectacle, lequel est-ce que vous prendriez pour le décrire? Alors, Cocorico et Mourir sur scène de Dalida. Dance Floor, je t'adore. Oui, Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine et Grace Oui, Jones qui chantent Dance Floor, je t'adore. On adore. Et puis bien sûr, Carola, qui a fait plein de musique pour ce spectacle. Carola Caggiano. Et donc il y a une musique sur le cowboy, la scène. Un peu Ennio Morricone, tendu un peu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps et merci beaucoup pour l'interview. Merci. On remercie encore Latifa Labissé et Antonia Baer d'avoir pris le temps de nous parler de leur travail. Briser les tabous, c'est l'un des objectifs de l'art contemporain et c'est un combat plus que louable que de parler des non-dits. Il est actuellement 16h13 et il serait peut-être l'heure d'une interlude musicale. Antonia nous a parlé de Mourir sur scène de Dalida. On vous propose alors d'écouter cette musique qui avait été également diffusée durant le spectacle de Cavalier Impur. On se retrouve dans quelques minutes. Je serai seul quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout
choisis plutôt un soir de gala. Si tu veux danser avec moi, ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Mourir sans la moindre peine d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis née. Après cette merveilleuse chanson, Ah, mais quelle belle musique avec de superbes chanteuses autour de moi. C'est le cas de le dire. Donc c'était Mourir sur scène de Dalida, qui était sorti en 1983. Et à cette époque-là, toutes celles et ceux sur le plateau n'étaient même pas encore nés. Et maintenant, il est temps pour vous d'écouter nos retours, après être allé voir certains spectacles. On est allé voir en tout 10 prestations durant cette semaine-là, à savoir Mirliton, Sommerspiel, La vie n'est pas utile ou c'est comme ça, Outrar, Sparks, La fracture, Le goût du drame, Hatchet d'ensemble et enfin la table ronde sur l'invisibilité des femmes dans la culture. Et chacun a fait parler de lui et a fait parler de son petit coup de cœur et du spectacle qui l'a le plus marqué. Ici, donc, on va avoir Noémie en premier. Tu as vu Mirliton avec Jade. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce spectacle ? Oui, Nathan. Donc moi, je suis allée voir Mirliton. Et donc, moi, ça m'a fait penser à En attendant Godot de Beckett. François Chéniaud et Émeric Hainaut me rappellent les deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qui se retrouvent sur une route de campagne pour rencontrer Godot, un homme qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne savent rien, et dont l'existence même n'est pas certaine, mais ils l'attendent. Au son d'un mirliton, de deux bâtons, du talon de leurs chaussures et de leur voix, François et Émeric semblent attendre quelque chose eux aussi. Ils jouent de la musique avec un rien pour faire taire le silence, pour réussir à l'apprécier lorsque le vacarme s'arrête. On entend alors le bruit du vent dans l'herbe, le craquement des arbres, les oiseaux, les souffles. Les bruits insignifiants qui, cachés habituellement sous le poids assourdissant du silence, nous échappent en général. Mais si on tend l'oreille, ces bruits forment eux aussi une mélodie. Le duo enchaîne danse de la pluie, chorégraphie de toréador, puis un chant caucasien presque murmuré, tantôt mélancolique, tantôt orageux, venant rompre la tranquillité du couvent des dominicains. Entre silence et cacophonie, un bébé dans le public chantait ses plus belles notes, venant accompagner ces vagabonds. Car jouer en extérieur au théâtre, c'est accepter que tout soit spectacle. C'est l'art de manier l'instant présent, le silence, et d'écrire l'attente, d'illustrer la lenteur, l'ennui. C'est toute l'œuvre de Beckett. C'est pourquoi je voulais vous en proposer un extrait. On attend Godot. Tu es sûr que c'est ici ? Quoi ? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un sol. Où sont les feuilles ? Il doit être mort. Fini les pleurs alors. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau ? Un arbuste ? Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Qu'on s'est trompé d'endroit ? Il devrait être là. Il n'a pas dit qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas ? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain ? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire ? Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça, c'était une lecture donc, de On attend Godot, c'est bien ça ? Alors donc pour ma part, je vais vous parler dans mon cas de Outrar, qui était un spectacle de danse qui a été réalisé par Calixto Neto, à la médiathèque de Jean Lévy. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu sur ce spectacle ? C'est déjà en un mot, je pense que c'est un spectacle qui est assez hypnotisant et même on va dire captivant, en fait pour ainsi dire. Parce qu'en fait au début, ça semble pas vraiment intéressant ou un peu spécial, on va pas se le cacher. Parce qu'en fait,
les mouvements sont assez petits, sont assez courts. On dirait presque pas de la danse en réalité. Et en fait, plus le temps passe, et plus on est vraiment attiré. Parce que ces mouvements, ils prennent en ampleur, ils prennent en taille. Et ça devient vraiment impressionnant. On passe donc en fait d'une danse assez banale à un travail assez monstrueux et impressionnant. Et justement, en parlant de monstres et de monstruosité, personnellement, j'ai adoré l'idée d'une transformation que le danseur a mis et a effectué durant son travail. Pour faire simple, on a l'impression en fait d'une sorte de lutte identitaire au travers de cette œuvre. Parce qu'en fait, l'homme, il a en quelque sorte 3 visages, on va dire. Il y a celui banal, un peu celui qu'on montre au quotidien, qui semble un peu naïf, et donc c'est celui qu'il montre au tout début. Et en deuxième, ensuite, se montre un peu plus mystérieux, et qui instaure en fait une impression un peu de malaise dans ses mouvements, avec une danse un peu lugubre, un peu macabre. En fait, c'était des mouvements un peu mystérieux, un peu sombres, comme si c'était une face cachée. Et enfin, le dernier visage, lui, il était vraiment étonnant. Et presque effrayant, en fait. Et encore plus avec l'ambiance et les sons qu'on pouvait entendre. En fait, on pouvait presque croire que c'était devenu une créature, un esprit, ou alors un monstre possédé par un démon, comme si on était dans le film L'Exorciste, en fait. C'était vraiment l'impression que j'avais personnellement. Parce qu'il commençait à faire des mouvements, on avait l'impression qu'il était possédé par une créature, qu'il commençait à faire des mouvements qu'on ne pouvait même pas imaginer faire dans cette danse, en tout cas. Mais voilà, je suis passé par plusieurs émotions. La peur, l'angoisse, mais celle qui est montée par-dessus tout, c'était un peu la curiosité. Déjà, de base, on est tous un peu curieux de nature, on veut tous savoir des choses, mais là, vraiment, on avait envie de comprendre ce qui se passait. Et on avait beau être face à une chose inconnue, en fait, je mourais d'envie de tout de même un peu comprendre le pourquoi et du comment le travail avait été fait et pourquoi est-ce qu'il a créé ce travail-là. À la fin, en fait, on finit avec plus de questions que de réponses et avec un sentiment étrange. Mais derrière, c'était quand même une bonne expérience et une bonne surprise que je recommande à faire, uniquement si vous êtes préparé. Car il y avait quand même des enfants durant le spectacle et ça se voyait que certains étaient un peu perturbés par la prestation, qu'ils étaient un peu étonnés parce que... Nous aussi d'ailleurs. Nous aussi, on l'était un peu, c'est vrai. J'étais avec Alice pour te notifier. Mais c'était très étrange et les enfants, ils avaient un regard. C'était un mélange d'incompréhension de et peur un peu aussi. Aussi Faut le dire. Voilà, faut le dire, ils avaient peur, ils étaient terrifiés. Et voilà. Terrifié carrément. Non mais oui. Oui, ça va. Oh, dans mon champ de vision, j'en avais un, il était pas bien. Il était accroché à son père, c'était compliqué. Mais en même temps, des enfants face à de la danse contemporaine, c'est quand même pas toujours évident, quoi. Ouais. Comprendre. Et puis le théâtre, c'est aussi expérimenter toutes les émotions, la peur, Même quand la on a gêne. 6 ans, c'est pas Oui. une excuse en fait. Vous pouvez pleurer, on s'en fiche. C'est ça. Non, Et du coup, Jade, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu es allé voir de quoi est-ce que tu as envie de parler, surtout? Eh bien, je vais vous dire, pour vous parler du spectacle que je suis allée voir, je voudrais vous citer un petit texte, vous réciter un bout de texte. C'est un extrait des Lettres persanes de Montesquieu, c'est la lettre 5. Tu es le sujet de toutes les conversations d'Isaphan. On ne parle que de ton départ. Les uns l'attribuent à une légèreté d'esprit, les autres à quelques chagrins. Tes amis seuls te défendent, et ils ne persuadent personne. On ne peut comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes parents, tes amis, ta patrie, pour aller dans des climats inconnus aux Persans. La mère d'Eureka est inconsolable. Elle te demande son fils. Tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement portée à approuver tout ce que tu fais. Mais je ne saurais te pardonner ton absence. Et, quelques raisons que tu puisses m'en donner, mon cœur ne les goûtera jamais. Adieu, aime-moi toujours. Je trouve que cet extrait illustre très bien le thème de la migration dans le spectacle dont je vais vous parler. Retourner sur les traces de son enfance, tenter d'en décrypter les messages cachés, les moments de bascule et les liens avec d'autres histoires, c'est selon moi ce qu'a fait Yasmine Yayaten avec La Fracture. C'est une représentation qui m'a touchée parce qu'elle aborde des thèmes très intimes de façon sincère et directe. Bien qu'il y ait une mise en scène, spectacle oblige, elle a l'air sans filtre. J'ai vraiment l'impression qu'elle raconte son histoire, ses questionnements, comme elle les a ressentis. Elle tente vraiment de nous transmettre son vécu, moins par les mots que par les images, car certaines choses peuvent difficilement s'expliquer, elles ne peuvent qu'être ressenties finalement. Et en regardant le spectacle, on ressent comme une nostalgie qui se meut en tristesse puis en rage. Rage de comprendre son passé, rage de découvrir les terres depuis lesquelles son père a émigré et dont elle ne sait rien.
Et je pense que tous les enfants d'immigrés à qui on n'a pas complètement transmis la culture pourront se reconnaître là-dedans. J'ai vraiment eu le sentiment de comprendre sa frustration, de comprendre le manque d'un petit bout d'elle qu'elle n'a toujours pas pu découvrir. Mais la question des origines ne s'arrête pas à la dimension géographique. Elle est aussi émotionnelle et traumatique. Yasmine revoit son enfance et semble se remémorer les signes de la tristesse plus ou moins dissimulée de son père. Car oui, l'artiste nous parle de l'alcoolisme de son père avec une sincérité et une pudeur très touchantes. Ce thème aussi peut toucher beaucoup de personnes et même celles qui n'ont pas eu un parent alcoolique. Car je pense que nous avons tous pu expérimenter ce moment de réalisation, une fois adultes, que nos parents portaient en eux une noirceur, une tristesse que nous ne soupçonnions pas dans le temps de l'insouciance. Et c'est vraiment, c'est un texte déjà super beau que tu as présenté. Donc c'est quoi? C'est lettre persane, la 4e lettre, c'est ça? La 5e. La 5e. Des lettres persanes de Montesquieu. Autant pour moi. Très bon livre. Très bon livre. D'ailleurs, les lettres de personnes de Montesquieu, on vous invite à aller le lire. Parce que c'est un très bon livre à voir. C'est magnifique. On vous le recommande. Oui, je voulais juste préciser que moi j'ai pu interviewer Yasmine. Oui. Donc vous entendrez son interview dans l'émission de la semaine prochaine. Voilà. Effectivement, oui. Très bon teaser, bien vu. Donc n'hésitez pas à revenir justement la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez l'interview justement de Yasmine. Et on va rester sur toi, Alice, puisque tu es allée voir Hatched Ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire dessus, justement? Je pense que d'abord, on va écouter un petit audio qu'elle nous a concocté elle-même. C'est une bonne idée, en effet. Ce que vous entendez, c'est une musique qui s'appelle Le Cygne, qui est composée par Camille Saint-Saëns et qui fait partie du Carnaval des animaux. C'est une musique que j'aime beaucoup parce que à chaque fois que je l'écoute, j'en ai des frissons. Et c'est sur cette mélodie envoûtante et d'une grande mélancolie que s'ouvre le spectacle de Mamela Nyamza, chorégraphe sud-africaine. Au rythme lancinant de la musique, les danseurs, qui sont tous issus de la danse classique, se déplacent très très lentement et ce premier tableau, parce qu'on croirait vraiment avoir un tableau sous les yeux, ressemble un peu à un nid. En effet, les 10 danseurs qui sont sur scène sont mi-assis, mi-debout, regroupés en cercle, ils semblent être des oiseaux, mais en fait presque immobiles, ils sont encore dans leurs œufs. Pour costume, en tout cas au début, ils n'ont qu'un bas blanc qui ressemble à une chrysalide et donc ils n'ont pas de haut, mis à part un collier doré au cou. Et sur cette sorte de longue jupe blanche sont attachés plein de petits pics en bois. Et quand parfois les danseurs se mettent sur des pointes de balai et sautillent, ces pics en bois s'entrechoquent et on a l'impression d'entendre la pluie. Donc c'est tout simplement magnifique, autant à l'oreille que visuellement. Au début, les danseurs sont de dos et petit à petit se dévoilent leur visage, ils se mettent de plus en plus face à nous. Au fur et à mesure, c'est comme s'ils sortaient de leur chrysalide, c'est comme si on assistait à l'éclosion des œufs. Et justement, je vous dis cela parce que le titre du spectacle, c'est Hatched Ensemble, ce qui veut dire éclos ensemble. C'est donc une éclosion collective, un lent processus de libération. C'est ce qu'explique Mamela dans notre discussion que vous pourrez entendre tout à l'heure. Au départ, en 2007, elle a créé un solo qui se voulait autobiographique dans lequel elle explorait ses identités multiples de mère, de lesbienne, d'artiste et d'activiste. Et elle a choisi de revisiter son solo pour le transformer en une danse de groupe où l'affirmation des identités se fait désormais à plusieurs. D'ailleurs, je précise que depuis le début, je dis « ils » pour parler des danseurs, mais la plupart sont en fait des femmes. Et que je précise aussi que chacun d'entre eux vient d'une région différente d'Afrique du Sud. Dans Hatched Ensemble, les cultures s'entrelacent. Je parle notamment de la culture du ballet classique occidental et de la culture sud-africaine traditionnelle. Ce sont tantôt des pas de ballet, tantôt des danses et des chants sud-africains. Et d'ailleurs, tandis que les danseurs s'activent, une chanteuse d'opéra donne le ton. On a l'impression que tout fusionne et que surtout cette fusion, elle est parfaite. Alors même qu'elle associe des cultures et des types d'art très éloignés ou qu'on peut penser très éloignés. Et puis surtout, elle met en scène des corps que l'on voit rarement, si ce n'est jamais, en tout cas en France, au sein d'arts très discriminants comme la danse classique, c'est-à-dire des corps noirs et pas forcément très minces. On est deux à être allés voir le spectacle ici, moi et Noémie, et je crois pouvoir dire qu'on a toutes les deux eu un gros coup de cœur. Voilà, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. En tout cas, maintenant, quand j'écouterai cette musique, Le Cygne, je penserai à eux.
j'aurais ce tableau dans ma tête, leurs gestes lents et gracieux, la beauté de leur corps et de leur danse si singulière. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'interviewer l'artiste Exactement. qui a créé cette représentation, toutes les trois, mais c'est vous deux, Alice et Noémie, qui allez nous faire en direct la traduction qu'on a Eh oui. écrite de cette interview, donc en anglais. Donc je vous laisse écouter ça. So can you briefly describe your representation of Hatched Ensemble? Pouvez-vous nous Ok. parler de votre représentation Hatched Hatched Ensemble? Ensemble is a Hatched long Ensemble est un long processus, process of a un work that travail started long qui a time commencé ago. il y a longtemps. C'est And devenu also un it solo en became a 2007 solo et in le solo est devenu 2007. un So the ensemble. solo now Ça a has commencé parce que j'ai étudié le ballet en Afrique du Sud dans les So années this 80 work, started et j'ai because continué en étudiant le ballet en somebody institution. started ballet back in the days in South Euh, Africa in Mon the corps 80s. n'a jamais So vraiment I été started accepté there, dans but I l'art went to an classique et je crois institution que to c'est une study chose ballet. qui est dite couramment. My on fait du ballet, body was never Il ne actually s'agit pas accepted in the seulement des corps classical noirs, mais art je pense à la form. plupart des corps qui ont This is expérimenté ça I think à it's cause de leur physique. It's a very common thing to say when you have done ballet, because it's not only to black bodies. I think to mainly most bodies experience this, because of the physique. So the work talks more about the body politics. Donc So, la pièce parle surtout du The politique body du corps politics starts from et the l'aspect hair, politique du you know, corps, ça because commence we par les have cheveux our own different parce qu'on a hair tous des cheveux différents. and the structure of the Il body. s'agit aussi de la morphologie um, du corps. The build of the body, because the dancers were in the work. Parce I que did je n'ai not pas choisi choose des danseurs de ballet classiques typical ballet habituels. dancers. I chose bodies who J'ai can choisi be des on corps point. qui peuvent faire des pointes. So that as well is another Ça, thing of c'était saying we une autre wanted manière de inclusion revendiquer l'inclusion within au sein de this cet art art. form. Not that the work is ballet. The work Non is pas just que a la pièce reference soit in un ballet, elle fait seulement statement référence au to ballet. ballet. C'est une It's not like déclaration we're doing a ballet work, par rapport no. à ce que nous It's just a expérimentons statement and referencing what we have been through en tant as que dancers danseurs from South sud-africains et Africa africains or en Africa général. in general. Even though we didn't know what we were getting into, but the fact that we went into it and started it, we On never s'est had mis, roles. on a So this étudié work was et actually to on n'a bring jamais an obtenu de ensemble rôle. of Donc il s'agissait the d'amener sur other scène un bodies, ensemble other bodies, d'autres like our corps, bodies d'autres that corps never comme les actually nôtres, had qui an n'avaient jamais ensemble vraiment from eu South Africa. I'm d'ensemble. talking about South Africa, I'm not talking Je about parle de other l'Afrique du countries, Sud, je I'm ne talking parle about pas where d'autres pays. we come from, all Je of parle us, de là the d'où l'on dancers vient, who are là on d'où viennent stage. les danseurs qui sont sur We've scène. never had like a form of Nous this n'avions art jamais form expérimenté cet where art de cette dancers feel manière, où les comfortable danseurs se amongst sentent à l'aise entre eux, themselves without being different, sans without être being the différents, other, sans without être les autres, feeling, like an outcast. sans se So sentir comme des everybody parias. here is actually feeling comfortable. Donc là, tout le welcome. monde se sent à l'aise et bien Nobody's accueilli. talking Personne about ne parle weight du or poids ou different de hairstyle coiffure ou de or maquillage different ou de peau makeup, or claire you ou must non. be light skinned or not. No, we are all just accepting our bodies Chacun the d'entre way we nous are, accepte les accepting the corps way we comme go ils on sont point the way we are. et nous And faisons just doing nous everything the way we voulons. want to, also to liberate ourselves from Aussi the parce art qu'on form souhaite that se did- libérer that did d'un not art qui fully accept ne nous us, accepte pas but we entièrement. did it. Mais on l'a fait So, et that made us ça nous a permis to d'éclore, hatch, you know, like to hatch, to be ourselves, to be reborn, d'être nous-mêmes, to be rebirthed, de renaître, to de start se refaire, afresh, de repartir and à zéro actually, et finalement to say de something dire about quelque this chose art, à propos de because cet art. in the long run, we're talking about our history of dance, because even though we come from South Africa, we Parce had que our même own si on roots of vient d'Afrique du African Sud, culture, on a nos but propres then racines de also la we culture came with this africaine et on African vient avec culture notre to the culture ballet africaine dans le monde du artistic ballet classique. world, within our, Avec notre within our identité. identity. So we felt like within the work there's a bit of like a conflict with Donc our dans la bodies pièce, il y a and un the peu un classics. conflit entre which actually nos is corps very, et la danse classique, It's very, ce qui est assez strong. puissant. There's a strong scene where you feel like we are Surtout à un in moment du conflict with our spectacle. bodies, but then Mais on we finit par go through all surpasser of tout this ça and we become free et at on the devient end. libre We à la hatch fin. at the end. On est clos Because it's parce like que hatching an egg. c'est comme un œuf When qui est an clos. egg hatches, it takes about 21 to 24 days. And Pour qu'un an œuf est egg clos, hatches ça, with ça prend entre suspension. 21 et So the 24 work jours. is a long Il est clos suspension, après la and then couvaison. there's a Donc le hatch. spectacle, c'est And comme then une longue another couvaison suspension, et another puis hatch. il éclose. And then Et all puis the eggs il y a une autre hatch, couvaison, and une autre everybody éclosion in the piece et is tous les œufs free. éclosent et tout le you monde know? dans la pièce est So libre. it's all about going back to our roots and actually claiming our identity. Donc il s'agit de And revenir à nos actually, even though racines we et studied finalement this de revendiquer classical notre art form, identité. but we still know Même who si on we a are étudié la danse within classique, this nous savons elitist toujours qui nous art sommes form. au sein de cet art élitiste. So about inclusion, À propos de why l'inclusion, did you feel the need to revisit pourquoi vous avez ressenti le besoin de revisiter Hatched ensemble, together ensemble, after your après first show, votre Hatched
Ashton. Premier spectacle, Ashton. Why? Yes.
Je pense que c'est toujours un besoin, parce que je n'étais pas la seule à avoir traversé ça. J'en ai vu beaucoup qui ont étudié le ballet, mais qui n'ont jamais continué. Cela aurait pu m'arriver aussi, mais quand j'ai décidé d'étudier cette forme d'art, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire en tant qu'artiste. Donc j'ai vu beaucoup d'entre elles, je les ai choisies minutieusement. Je ne les ai pas auditionnées, je savais. Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de danseurs de ballet noirs entraînés en Afrique du Sud. J'ai donc dû les choisir de différentes régions, de différentes villes, Cape Town, Durban, Eastern Cape, Rustenburg, de toutes ces régions et cultures différentes. Et donc je leur ai demandé, seriez-vous intéressés pour refaire ce que j'avais fait en 2007 ? Elles ont toutes été très enthousiastes. On adorait le faire. Et donc je me suis dit, ok, c'est nécessaire. Parce que c'est de ça que ça va parler. Ce qu'elles n'ont jamais vu en classe dans le monde de l'art classique pour en réalité participer à ce travail que je fais. Je ne veux pas appeler ça classique, mais il y a un peu de ce qu'elles ont appris. La plupart d'entre elles ont jeté leurs chaussures à pointe et ne les utilisaient plus. Je leur ai dit, ramenez toutes vos chaussures à pointe, revenons à cette forme d'art. Elles sont retournées au ballet et je me suis rendu compte que c'est important que nous continuions à raconter cette histoire. Non seulement pour moi, mais aussi pour elles, parce que c'est une nécessité. Beaucoup d'entre nous avons étudié cette forme d'art chez nous, mais nous n'en avons rien fait. Si vous y pensez, globalement, beaucoup de pays pratiquent différemment le ballet, à leur manière. Vous voyez New York, c'est très néoclassique, c'est très jazzy. Vous le voyez aussi dans d'autres endroits. En Afrique, nous apportons un peu de nous-mêmes, de notre culture, pour que nous puissions nous démarquer, parce que c'est nous qui avons commencé. Plutôt que jeter nos ballerines, utilisons-les et faisons du bruit avec. C'est ce qu'on a fait avec ce travail. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était aussi pour parler de leur propre histoire. Il ne s'agit pas seulement de moi maintenant. Je leur ai dit à toutes, c'est leur histoire. Nos histoires sont entremêlées. Nous avons traversé d'une certaine manière des choses communes et ces choses sont communes dans le travail. J'ai fait mon coming out en tant que femme, en tant que lesbienne, et ce que j'ai choisi d'être en tant que personne. Mes identités, mais maintenant, c'est plus que ça, il y a tellement de couches. Elles qui s'affirment en tant qu'artistes, en tant que les danseuses qu'elles veulent être, sans se confronter aux formes d'art élitistes. Est-ce que c'est un accomplissement et une façon d'affirmer vos multiples identités? Oui, c'est un accomplissement, mais c'est aussi un moyen de nous guérir. Nous avons beaucoup de traumatismes. Parce que nous avons été ridiculisés par notre poids, ridiculisés parce que nous n'avions pas la bonne peau, parce que nous avions l'habitude de porter des ballerines roses à pointe et des collants roses. Et aussi parce que nous avons des carrures différentes. Alors, nous en parlons maintenant. Nous guérissons nous-mêmes. Parce qu'en faisant ce travail, maintenant, nous sentons que nous sommes tous dans le même bateau. Qu'il n'y a personne qui est l'autre en nous. Mais nous avons toujours été un dans les autres. Je ne sais pas si cela a un sens, vous comprenez ? Alors maintenant, ce n'est plus l'un et l'autre, c'est juste nous tous dans la même forme, en train de faire. Personne ne regarde l'autre comme ça, tu vois. Personne n'est pesé, personne ne surveille comment on mange. Nous sommes toutes simplement des femmes sur scène. Comme je l'ai fait moi-même lorsque j'ai fait mon solo, elle aussi. Nous verrons des corps différents. Pour moi, c'est très important parce que je ne voulais pas qu'ils aient l'impression que nous répétons ce qui a déjà été fait. Nous parlons en fait de toutes les choses que nous ne sommes jamais autorisés à faire, comme le fait d'être lourd ou d'être une personne sur scène, un être humain sur scène. Et aussi parler, pas trop, mais chanter. Chanter, danser et s'exprimer différemment. Pas seulement de manière factice. Pour moi, j'ai l'impression que le ballet peut parfois être très limité, comme dans l'armée. C'est pourquoi j'aime voir ces corps exprimer cette forme d'art différemment à leur manière. Et aussi, le fait d'avoir travaillé avec cette représentation, j'ai réussi à faire ressortir leurs personnalités, des personnalités différentes. Même si vous voyez un ensemble, vous voyez les différentes personnalités en eux, individuellement. Quel est pour vous le lien entre la danse et l'activisme? Parce que vous êtes aussi une activiste, j'ai vu cela sur Internet.
Le lien est que j'ai parfois été la voix de certains artistes, des artistes, quand les choses allaient mal. Je me suis donc mise en face de beaucoup de gens et cela m'a conduite à avoir beaucoup de gardiens pour mes partenaires et les artistes en Afrique du Sud. À cause de ma grande gueule, j'ai beaucoup parlé pour les artistes. J'ai également été directeur artistique dans un théâtre et dans ce théâtre, mon objectif était d'inclure tout le monde dans les arts. Mais à cause de mon inclusion et de la façon dont je faisais les choses, j'ai été licenciée. Mon objectif était d'amener tous les artistes à utiliser les espaces, à présenter leurs œuvres et à leur offrir une plateforme sans que les gardiens ne ferment les portes à la jeune génération qui me succédera. Cela ne s'est pas produit, alors je continue à le faire de cette manière parce que c'est aussi une autre façon de montrer que je peux encore le faire sans eux. Alors moi, étant donné la façon dont je suis avec les danseuses, avec les danseurs avec lesquels je travaille, j'ai l'impression de continuer ma mission en donnant du pouvoir à la prochaine génération dans l'art, parce que quand j'étais dans une institution, c'était difficile pour moi d'être pleinement moi-même. Parce qu'une institution est très contrôlée, alors que je suis une personne qui ne peut pas être contrôlée. Donc je vais utiliser ma voix et je vais utiliser mon art librement. C'est ce que j'ai fait, j'ai pratiqué mon art librement, mais dans le mauvais espace. J'ai donc été la personne qui parle au nom de l'artiste, qui proteste toujours lorsque quelque chose ne va pas. Et oui, dans ma vie artistique en tant qu'artiste, c'est la raison pour laquelle je ne réalise pas beaucoup de performances chez moi en Afrique du Sud, parce que je ne peux pas amener mon travail dans ces espaces, parce que mon travail s'inscrit dans la confrontation avec les choses qui se passent au pays, et aussi à cause de ma façon d'être dans mon espace personnel. J'ai dit des choses que d'autres producteurs n'auraient pas aimées parce que j'ai dit la vérité. Vous savez, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, vous êtes une fenêtre sur votre pays et j'ai été une fenêtre ouverte sans aucune limite. C'est ce que je fais depuis des années, même si maintenant j'en ai assez et je me contente de faire mon travail. Parce que cela m'a en fait traumatisée. Cela peut aussi vous amener dans un espace de solidarité pendant longtemps. Parce que même si vous vous battez pour eux, vous n'avez pas l'impression qu'ils vous aident. Ils se battent avec vous parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Donc maintenant, j'ai fini par perdre beaucoup et maintenant j'ai décidé de dédier mon espace et d'essayer de protéger mon cœur parce qu'en fin de compte, j'ai besoin d'être une artiste libre et de ne pas essayer de me battre pour d'autres qui ne m'aident pas quand je me bats pour eux. Parce que c'est arrivé. Ce n'est pas que je les blâme, je sais qu'ils veulent du travail, qu'ils veulent être employés, mais j'ai fini par tout perdre. Pensez-vous à une musique qui représente le spectacle? C'est Maskandi qui joue à la fin du spectacle. C'est le moment où nous sortons. C'est une chanson qui représente notre identité, qui nous rassemble sur scène, où nous nous sentons libres, où nous faisons notre rituel. Oui, je peux choisir lancer cette chanson parce que cette chanson parle très fort de nous et de notre identité africaine. On remercie vraiment Mamela Nyamza pour cette interview. Et la lecture en live et la traduction vous a été proposée par Alice et Noémie. Et l'interview et la traduction ont été écrites également par Jade. On peut aussi la remercier, elle est à la régie. Elle est aussi une monstre, elle a réussi à traduire tout un texte grâce aussi à l'aide de Alors c'est clair, on a chacun fait une partie. C'est vrai, les trois ont fait un énorme travail, on peut les remercier encore, bravo à elles. Et j'aurais voulu rajouter un truc, à la fin de l'interview, Mamela Nyamza nous a dit que pour apprécier la première partie de son spectacle, il fallait faire preuve de patience parce que c'est une première partie qui est très contemplative, très lente, mais en fait une fois qu'on arrive à se laisser bercer justement par le cygne, on rentre en fait dans son univers et c'est une première partie qui est je trouve très belle et très voilà qu'il faut apprendre à apprécier la lenteur du début. Et surtout à la fin, la musique qui va passer du coup tout de suite, elle est hyper entraînante, hyper joyeuse et ouais, ça casse. Il y a vraiment plusieurs tableaux dans ce spectacle. Ouais, surtout il y a une évolution, quoi. Oui, comme une libération, puisque si vous n'avez pas pu le voir, je vous invite à aller voir ce spectacle dans d'autres endroits où il sera programmé. Mais c'est vraiment trois univers différents. Enfin, je dirais qu'il y a trois tableaux. C'est un peu, Et oui, et le premier tableau, c'est effectivement plus classique. C'est un peu les danseuses qui se préparent, Voilà, c'est très beau.
Elles ont littéralement tout dit à ma place. Donc, pour continuer donc sur la lancée, il est temps de partir voyager. Donc avec la musique justement qu'a proposée Mamela Nyamza, qui s'appelle Ngezab Igazi Lumuntu, qui est une musique traditionnelle venant d'Afrique du Sud. C'est tout de suite. On se retrouve alors dans quelques minutes. C'était Ngeza Bigazi Lumuntu, une musique traditionnelle sud-africaine. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission, mais également du festival. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Et dans ce cas, il serait peut-être le temps de vous présenter les prochains spectacles qui vont venir jusqu'à mercredi prochain. Et donc pour ça, je vais laisser donc Noémie vous présenter le prochain spectacle qui est prévu, à savoir Walk of Honor. In my country, there are a lot of rapists, a lot of people who are afraid if the victim talk, if one day the victim talk about it, and that was my target. We should talk about it to stop it. Dans mon pays, il y a beaucoup de violeurs, beaucoup de personnes qui ont peur qu'un jour, les victimes parlent. Et c'était mon objectif. Nous devrions parler pour arrêter tout ça. Disait Cobra Academy dans une interview pour Brut en 2018 à propos d'une précédente performance artistique féministe datant de 2015, dans laquelle elle marchait dans la rue en Afghanistan avec une armure qui accentuait ses formes. Suite à ça, elle a été contrainte de quitter son pays.
Et ce jeudi 20 juin, de 7h30 à 19h30, Couvre Academy met la marche de nouveau au centre de son art et vous convie à la suivre pour la Walk of Honor. Elle a tracé un parcours dans l'île qui démarrera le matin à la Maison Folie Oisem, en passant par la place Sébastopol, la place de l'Opéra, la cathédrale de la Treille, pour finir par former une boucle et revenir à la case départ à la Maison Folie Oisem le soir. De quoi découvrir ou redécouvrir l'île pendant cette marche de 12 heures que vous pouvez rejoindre quand vous voulez et pour le temps que vous voulez. Mais pourquoi marche-t-elle ? À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l'artiste invite qui le souhaite à venir la rejoindre pour honorer leur histoire. Je la cite : « Une marche pour honorer la décision de partir, ce qui est perdu et ce que nous recherchons, l'indocilité qui mène à la fuite, le courage d'un nouveau début ailleurs, honorer la liberté perdue et la liberté trouvée. Une journée pour honorer les personnes qui ont été forcées de fuir. Où sommes-nous maintenant ? Marchons ensemble. Une œuvre engagée à prendre comme on le souhaite. Une chorégraphie, une manifestation, un marathon ou bien tout à la fois. » Et c'est une belle performance qu'on va regarder, je pense, tout ensemble. Tous ensemble, on va passer là-bas pour faire un petit reportage. Pas regarder seulement, on va marcher, on va participer à cette performance. Oui, c'est vrai. Radio Campus en live sur Walk of Honor, vous êtes pas prêts. Mais oui, nous rencontrer on y demain, sera. du coup. Mais avant ça, moi, je sais que j'assisterai, et Nathan aussi peut-être, à Fille Pétrole. Je vous laisse écouter un petit extrait. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est moche? Et qui décide de ça? Moi? Cet extrait que vous venez d'écouter, c'est l'extrait du spectacle prophétique de Nadia Begré, la metteuse en scène du spectacle que nous allons regarder ce soir et ou demain soir à Roubaix, et que je vous invite aussi à venir voir. Danser pour revendiquer sa féminité, c'est ce que nous propose Nadia Begré avec Fille Pétrole. Du coupé décalé au roux-casse-casse en passant par des figures acrobatiques, la danseuse Anoura Aya Labarest s'empare de danses traditionnellement masculines et se les approprie sous nos yeux ébahis. C'est avec Christelle Ewe qu'elle fait le show. Ensemble, elles forment un duo plein de vie qui vous font rêver, vous transportent dans leur vie et surtout leur univers. La metteuse en scène, donc Nadia Begré, dirige régulièrement des spectacles qui abordent les thèmes de la sexualité et qui remet en question notre conception de la féminité, de la masculinité. Il y a vraiment une réappropriation de notre identité de genre et de notre identité sexuelle. C'est le cas par exemple dans son autre représentation, L'homme rare. Et après avoir été transporté dans la danse, vous pourrez discuter de ce que vous en avez pensé et de ce que vous avez ressenti durant un cœur critique avec les journalistes du média Démêlés. Alors j'espère que vous viendrez nombreux. Et après ça, je crois que Alice, tu vas voir Anda Diana. Oui, totalement. Donc c'est mardi prochain, le 25 juin, la veille de notre dernière émission. Ce sera joué à la Maison Folie Oisem. Et donc c'est le spectacle de Diana Niepce qui s'appelle Anda Diana. Diana Niepce, elle est portugaise, c'est une autrice, danseuse et acrobate. Aujourd'hui, elle ne peut plus bouger comme avant à cause d'un accident et dans son spectacle qui fait suite à un livre du même titre, elle nous invite dans son vécu. Donc voici un extrait de Anda Diana. Emprestaram-me este corpo e às vezes visto presa no segredo do próprio corpo, confiar no seu saber. O corpo levita, as pernas flutuam, os braços mexem e eu não sinto nada. Elle va donc pendant ce spectacle nous raconter son histoire et remettre en question le corps et ce qu'il aurait de normal ou non. Je rappelle d'ailleurs que le thème de cette édition de Latitude, c'est le dépassement de soi. Et là, Diana Niepce ira donc au-delà de ses limites imposées par son corps, aidée de 2 autres danseurs qui la soutiendront. Anda Diana, ça veut dire marche Diana en portugais. Et je vous invite à aller voir ce spectacle qui, il me semble, nous questionnera sur nos rapports au corps, aux nôtres et à ceux des autres. C'est un spectacle qui va être vraiment touchant, en tout cas de ce qu'on voit dans les teasers, de ce qu'on peut voir un peu partout sur Internet. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous référer, notamment sur YouTube, il y a des extraits, si vous êtes intéressé.
Et donc pour terminer sur les programmations, il est temps de parler donc de Radio Live Vivante. Du théâtre à la radio, c'est ce qui nous est annoncé au travers de ce travail artistique. Où, à l'occasion, 4 femmes, respectivement de Syrie, de Bosnie, d'Ukraine et d'Israël, vont prendre la parole. Il n'existe pas des conflits uniquement dans les endroits fortement médiatisés, mais également à travers du globe. Et ici, ces femmes parleront de leur combat, de leur lutte, car c'est un sujet important. Donner la voix aux inconnus, aux non-dits, et cela permet ainsi de faire connaître leur combat qu'elles peuvent vivre parfois au quotidien. À la frontière entre le reportage, le documentaire et un travail radiophonique, Radio Live Vivante vous promet une expérience de 2 heures traitant de tendresse, de colère, de tristesse, de peine et un peu d'amour. Et la performance sera accompagnée de Aurélie Charon et de Caroline Gillet, 2 journalistes de Radio France, donc en quelque sorte on va dire des collègues, on va pas se le cacher, on est un peu des collègues avec elles. Je dirais pas ça. Et elles vont nous proposer leur série radio autour de la jeunesse. Et en second temps, l'œuvre propose un récit sur notamment la transmission des souvenirs entre les différentes générations, sur l'engagement face aux différents combats auxquels on peut faire face, sur l'identité et enfin sur la mémoire. Si vous êtes intéressé par cette œuvre, rendez-vous ce soir ou alors demain à 20h à la Maison Folie de Oisem pour un travail intitulé Radio Live Vivante pour un show de 2 heures. Malheureusement, oui. On peut juste rajouter un truc, si tu veux. Non. Oui, je voulais juste dire que pareil, on a interviewé Aurélie Charon tout à l'heure, il y a 1 heure, 2 heures. Ce sera dans la prochaine émission si vous voulez entendre son interview. Voilà. Ça fait toujours venir les collègues, c'est encore mieux. Mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Il est 56 et on va devoir laisser la place à René pour la seconde partie de Quoi de Neuf. Je remercie à nouveau Noémie, Alice pour leur présence sur le plateau, ainsi que Jade à la régie. Oui. Merci. Donc merci à vous tous. Nicolas, ce soir. Merci à toutes et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, toujours de 16h à 17h, pour la dernière section de Quoi de Neuf consacrée au Festival de l'attitude contemporaine. Nous vous laissons avec la musique Dance Floor de Brigitte Fontaine. Bonne écoute, portez-vous bien et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dance floor. Dance floor, je t'adore. Dance floor. Yes sir. Thank you sir. Thank you sister. Thank you sister. Dance floor, omnivore. Love sick, little sick. Voleur, joli cœur, blessure, écorchure, vainqueur en majeur. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sister. Thank you. Sur le dance floor de la fièvre. Maman, vole au vent, manouche, un peu louche, bébé, va nu-pied, musulman, rarissime, yes, yes, thank you sir, thank you sister, thank you sister, thank you sir, thank you sir, thank you sister, thank you. Sur le dance
mercredi de juin à 16h sur Radio Campus Lille. Radio Campus Lille, 17h. du festival Latitude Contemporaine. Brixton. 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 Brixton.
算怎么办？你是举手投降，还是拿起一支枪？如果法律也指望不上，你打算怎么办？在牢里等死，还是倒在人行道上？你可以教训我，你可以修理我，但是你必须回答。Brixton 的枪，有钱的感觉挺好，你也算是过得不错。但迟早你也有一天，好比是在天堂，好比是在地狱。你看，他感觉像那个伊万，出生在 Brixton 的太阳下。他玩的是生存的游戏，但迟早报应会来的。你知道，这就叫无情。他们端着枪带走了他，连警车都没开一辆。再见了 ，Brixton 太阳。你可以教训我，你可以修理我，但是你必须回答。Brixton 枪。他们踹开你大门的时候，你打算怎么办？你是举手投降，还是拿起一支枪？你可以教训我，你可以修理我，你也可以开枪。但是Brixton 的枪在牢里等死，倒在人行道上。他玩的是生存的游戏，在天堂也在地狱。你可以教训我，你可以修理我，但是你必须回答。Brixton 枪，Brixton 枪，Brixton 的枪，Brixton 的枪，Brixton 的枪。Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Eh bien oui, vous écoutez Quoi de neuf depuis déjà une bonne heure, avec donc toute cette équipe journalistique qui s'est rendue joyeusement au festival Latitude Contemporaine pour vous faire des comptes rendus et vous faire découvrir peut-être aussi leurs propres découvertes, leurs coups de cœur, etc. Et puis leurs réflexions aussi sur ce qu'ils ont vu, entendu, voilà. Et on les retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la 4e émission donc de Quoi de neuf, première heure consacrée au festival Latitude Contemporaine. Voilà, on va maintenant entrer dans la 2e heure de cette émission. Au sommaire, eh bien, on va parler de l'exposition qui a lieu à Lille, et c'est donc à côté de la gare, hein, donc ça s'appelle le Tripostal, avec l'exposition Futuro Textile. C'est la 6e édition de Futuro Textile. Elle a un titre particulier, Texti Move. Alors effectivement, vous allez entendre des gens qui interviennent dans cette exposition grandiose, hein, on va dire ça. Les 3 étages de cet espace sont complètement occupés avec des choses parfois futuristes, mais en tout cas les textiles, eux, sont évidemment
haute technologie. Donc on va découvrir tout ça dans quelques instants. On rencontre avec Caroline David, qui est la commissaire de l'exposition. Et puis, si on a le temps, on diffusera des artistes qui ont créé des œuvres, parfois pour le salon en question. Donc, vous avez encore le temps de voir cette exposition, hein. Je dis salon parce que voilà, c'est un peu les deux en fait. C'est une exposition, mais qui a un esprit d'être exportée dans d'autres lieux et de faire aussi un petit peu de business, hein, pour les créateurs qui sont là. Voilà, donc une belle démonstration de savoir-faire, mais aussi d'esthétique et puis d'originalité, voilà, créativité. Festival donc d'une certaine manière de l'art contemporain en version textile. C'est tout de suite sur Radio Campus Lille 106.6 FM. La 6e édition de Futuro Textile par Lille 3000 s'intitule Textimove. Elle est ouverte au public jusqu'au 29 septembre 2024 au Tripostal de Lille et propose une visite sur 3 niveaux de cet immense espace situé près de la gare de Lille-Flandre. Le travail de nombreux créateurs français et étrangers faisant la part belle au nouveau textile et à l'upcycling. Rencontre dans les lieux avec Caroline David, commissaire de l'exposition. Caroline David, quelle surprise! Oh, bonjour. Donc voilà, on est dans un espace habituel, on va dire, pour Lille 3000, Futuro Textile, etc. Et là, bien, c'est une édition particulière cette année. Tout à fait. Le Tripostal, on l'habitue souvent à des expositions plus d'art contemporain. Et là, on se met dans le monde du textile. On l'avait déjà fait une fois avec juste le dernier étage en 2006, avec le premier Futuro Textile. Et là, on a une nouvelle édition, vraiment complètement récente, sur l'actualité des textiles, mais liés au sport. On est dans les périodes des Jeux Olympiques, donc on colle plus au sport. Mais on va croiser dans cette exposition Textimove tout ce qui a trait à l'innovation textile, au mélange aussi, à la porosité entre le monde du sport et le monde du luxe et de la haute couture. Donc il va y avoir à la fois des vêtements, des accessoires de sport de très haute technicité qui montrent que le textile se renouvelle sans cesse et surtout maintenant avec des notions d'éco-durabilité, etc. Parce que non seulement c'est les tendances, mais c'est la recherche et le développement depuis une quinzaine d'années. Moi, je l'ai vu au cours des Futuro Textiles. Et puis, donc la mode qui s'empare parfois des codes sportifs pour faire des collections, et des grands créateurs de mode font des collections avec les codes du sport, et vice-versa. Le sport va aussi demander à des créateurs de mode de venir renouveler un petit peu les codes esthétiques des vêtements sportifs. Alors Caroline David, on va dire que la première édition de Futuro Textile, c'était à la fois inédit mais visionnaire. 2006, c'était le tout début d'une réappropriation, même sur nos territoires, de métropolitains ou de la région, où on sait que le textile a joué un rôle et joue encore un rôle important. C'était de redécouvrir que le textile n'était pas mort, qu'il n'était pas en train de mourir définitivement, mais qu'il était en train de se renouveler dans des niches
de recherche et de développement. Et donc ça a été un peu une découverte pour tout le monde, hein, cette exposition qui était sur un étage. Et ensuite, on pensait qu'il n'y aurait qu'une seule exposition Futurotextile. Alors si on compte, il y a eu 6 éditions très grandes, mais il y a eu en tout 19 expositions à travers le monde, parce qu'une exposition comme celle-là, alors celle-ci elle est sur 5000 m², mais donne des envies à des structures dans le monde de montrer leur création textile aussi et d'autres choses, et nous invite souvent à faire un module plus petit pour montrer un petit peu la vivacité encore et le renouvellement du textile. Alors, on a à la fois, donc, j'allais dire, des artistes invités, d'une certaine manière, des œuvres, en tout cas, qui viennent de l'étranger. Et puis, on a aussi, justement, dans la représentation dans différents lieux de la planète de cette exposition, quand elle tourne, on va dire une forme de représentation de la région un peu partout dans le monde. Bien sûr, et moi ça m'intéresse beaucoup de montrer, alors quelquefois d'ailleurs des entreprises qui ne nous attendent surtout pas, hein, elles sont elles-mêmes déjà en train elles travaillent avec le monde entier. On a ici, je vais peut-être pas nommer toutes les entreprises, mais il y a une entreprise qui fait des pare-battages à Aire-sur-la-Lys et qui a créé des nouveaux pare-battages. Ce sont les protections pour les bateaux en textile, mais c'est hyper sophistiqué, c'est magnifique, c'est complètement créé localement et ils travaillent avec le monde entier pour produire sur les grands bateaux dans le monde et dans les grands salons nautiques. On a des cordes de montagne à côté de l'île qui sont alpinisme et nautisme, qui en envoient dans le monde entier. Il y a un savoir-faire parce que on a quelquefois des entreprises séculaires, hein, et donc ces entreprises, là où c'est intéressant, c'est de voir comment elles s'adaptent dans l'actualité. Donc il y en a certaines qui se mettent à faire du recyclage aussi, qui ont conscience qu'il faut, parce qu'elles travaillent sur des synthétiques, elles vont commencer à faire des nouvelles matières qui recyclent. Et ça, il y en a de plus en plus. Et c'est pas pour faire du greenwashing. Alors on a tendance, souvent on le lit, non, il y en a qui en font depuis, et c'est pas depuis 2 ans. Il y en a, moi j'en ai vu qui ont commencé il y a 15 ans alors qu'on en parlait peu. Donc c'est des choses comme ça que moi j'ai envie de révéler dans l'exposition, mais c'est une exposition grand public, surtout. C'est pas du tout une exposition pour des textiliens, une exposition grand public, et on peut voir des œuvres de mode superbes, mais qui utilisent le recyclage, l'upcycling, et des grands designers. On voit Mugler, on voit Cardin, on voit Virgil Abloh, on voit Marine Serre, on en voit plein qui montrent toute cette tendance. Alors cette édition 2024, elle est sur plusieurs niveaux. Ici au Tripostal, hein, on va dire qu'elle habite complètement le lieu. Oui, alors deux niveaux sur le mouvement, sur le sport de loisirs ou de compétition pour les Jeux Olympiques. Et le dernier étage, ça c'est la grande surprise, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et qui est le secteur de l'exploration spatiale. Parce que les textiles jouent un rôle énorme, parce qu'il faut faire léger et résistant. Et puis l'exploration spatiale, ça fait rêver. Donc si on voit un habitat, comme il y a dans l'exposition, un habitat sur Mars, tout en textile, et on peut voir comment ça peut se passer, voilà, ça fait rêver. Sur la Lune, des artistes de mode visionnaires qui évoquent peut-être, imaginent comment on pourrait s'habiller dans quelques années, ou en tout cas dans des journaux ou dans des revues de science-fiction, en tout cas. Et puis des techniques toujours importantes de certains textiles qui vont dans l'espace. Nous sommes toujours au Tripostal de Lille pour la présentation de Textimove avec Caroline David, commissaire de cette exposition où la mode et l'art se côtoient et se confondent parfois. Vêtements, objets futuristes, mais aussi vidéos, dont une m'a particulièrement marqué. Cette vidéo, c'est Marine Serre, c'est Marée Noire. Marine Serre est maintenant est assez connue, une jeune créatrice qui a fait dans ses collections obligatoirement de l'upcycling et du recycling, et qui a fait des vidéos merveilleuses sur justement un peu l'apocalypse écologique de notre planète. Donc le titre c'est Marée Noire, un peu noir aussi dans l'expression, mais magnifique. Comment la planète pourrait se transformer si on ne fait pas attention. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Quand on montre du textile, on peut aussi montrer ça. Alors pour le public en général, mais peut-être aussi pour les élèves, les étudiants.
Mais tout à fait. Et les plus jeunes, moi je tiens toujours à inviter beaucoup les écoles. C'est pour ça qu'on a fait un pop corner et on invite des écoles du territoire, de la région, qui puissent montrer aussi leurs recherches. Et je leur ai demandé bien sûr de montrer plutôt lié au sport, lié au recyclage. C'est le cas de l'exposition, alors là c'est pas une école, c'est Fashion Green Up, mais qui montre le marathon de la mode fait avec des écoles en France. Et là ce sont celles de la région des Hauts-de-France. Et ils se sont tous inspirés du sport. Alors si on s'approche, c'est assez amusant parce que moi je ne l'avais même pas vu au début, ce ne sont que des éléments sportifs, de l'intérieur d'une balle de tennis, des recyclages de maillots de bain, etc. Et c'est assez amusant. Voilà, donc une exposition large, on va dire, qui est à la fois artistique, économique aussi, hein, peut-être qu'on pourrait en parler, et puis un regard avec le monde qui vient à Lille, hein, donc des créateurs qui viennent de l'étranger, qui amènent des visions assez originales, je pense aux Japonais notamment. Tout à fait, alors il y a des créateurs de mode comme André Alage, hein, avec sa collection photochromique, on a Harubi Ori, qui est une jeune japonaise qui vit à New York, mais qui prend des scènes urbaines, mais qui va découper des toiles de chantier. Il y en a pour vraiment pour tous les goûts. Il y a une collection de sneakers. Alors les sneakers, entre les 15-30 ans, c'est une pièce iconique de garde-robe et en même temps, le textile y est très présent. Donc cette collection, il y a 100 sneakers incroyables. Donc c'est pour tous les goûts. Et j'ai envie de dire que pendant les Jeux Olympiques, les supporters, quand ils auront fait suivi beaucoup de compétitions, peuvent venir se régaler encore et faire un peu de sport ici, parce qu'on peut faire même du sport. Il y a une piste de breakdance et il y a des paniers e-basket sur lesquels on peut s'entraîner à jouer au basket avec un panier connecté sur son smartphone. Caroline David, petit secret pour une commissaire d'exposition, ça prend combien de temps de monter une exposition comme celle-là ? Celle-ci, elle s'est montée en 2 ans, mais véritablement la partie danse, elle s'est faite sur 8 mois. Parce qu'il faut, sur une exposition comme Futuro Textile, on est obligé d'être dans les choses les très récentes. Et moi, j'ai rajouté des choses que j'ai vues encore il y a 1 mois et demi. Parce que ça va très vite, les choses avancent, et surtout quand il y a de l'innovation et de la recherche et du développement. Donc c'est quand même en maximum en 2 ans. Voilà, donc il y a à la fois un travail sur la durée, puis de la réactivité. Beaucoup de réactivité, ce qui n'est pas toujours facile à gérer en scénographie et en logistique. Bon, merci pour votre proposition qui est ouverte à tous. Pour combien de temps ? Alors jusqu'au 29 septembre, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi et le mardi, et c'est de 11h à 19h. C'était Caroline David, commissaire de cette exposition Textimove, 6e édition de Futuro Textile par Lille 3000. Elle est ouverte au public jusqu'au 29 septembre 2024 au tri postal de Lille. Retrouvez le programme sur futurotextile.fr. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille. Voilà, de retour sur l'antenne en direct et je suis avec Léon qui est donc venu faire une petite semaine d'observation à la radio. Bonjour Léon. Bonjour René, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, heureux de t'accueillir. Hein. Donc je sais que tu t'intéresses à la radio, c'est peut-être pour ça que tu es venu ici ? Oui, effectivement. Ça a un sens. Oui, ça a un sens et je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Bah carrément. Donc l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de partager sur ce qu'on a entendu là, puisque tu es allé voir cette exposition Futuro Textile. Ouais, j'y suis allé il y a quelques semaines avec des amis à moi et j'ai vu du coup que la personne que tu as interviewée, elle parlait justement des paniers de basket virtuels et ben moi je l'avais fait, j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'est une exposition assez sympathique. Mais dis-moi, est-ce que cette exposition s'est faite que en Europe ? En fait, c'est une exposition qui démarre de Lille et qui a, la version 1, été conçue dans le cadre de Lille
on va dire, l'île 2004. Donc en 2004, quand Lille était capitale culturelle européenne. Donc l'exposition s'est faite autour de ça, mais après elle a tourné partout dans le monde. Moi je l'ai retrouvée à Shanghai par exemple, pendant l'exposition universelle, où il y avait un stand à Shanghai de la ville de Lille. Donc cette exposition, la numéro 1, la numéro 2, là on est à la 6e édition, donc avec des choses évidemment différentes, donc des créateurs du monde entier, et puis qui présentent à la fois des œuvres, mais avec pour certains des commandes. On va en retrouver une créatrice d'ailleurs tout à l'heure qui a répondu à une commande de l'île 3000, puisque l'île 3000 c'est la structure support de cette exposition, comme de beaucoup d'expositions de Lille, et notamment la prochaine édition de la grande fête de Lille qui a lieu tous les 2 ans, qui va, bon je dis pas le thème, mais vous le saurez en temps et en heure. Donc voilà, on en parle déjà pour l'année prochaine. Hein. Donc tous les 2 ans, il y a une grande fête à Lille qui a démarré. Alors je vais te confier des petits secrets. Hein, qui a démarré donc pour l'île 2004, ouais, et qui à l'époque, j'étais à la conférence de presse de Martine Aubry pour lancer un peu cette opération. C'était la première fois, ouais, bien sûr. Hein. Et donc, on l'avait un peu provoqué en disant « Ouais, c'est un coup, il n'y aura pas de suite, la culture à Lille, bon, on fait un gros coup quand c'est Europe, machin, mais après, il n'y aura rien. » Et elle dit « Je prends l'engagement de revenir devant vous tous les 2 ans pour vous présenter une nouvelle édition. » Et bah du coup, je pense que c'est chose faite. Bah oui, parfois les politiques tiennent leurs engagements, tu vois. Oui, quelquefois c'est le cas pour le coup. Bon, en tout cas, on ne peut que les féliciter quand c'est le cas, d'accord ? Donc cette exposition-là, elle va vraisemblablement tourner dans le monde entier, en attendant la prochaine collection, on va dire, je sais pas, dans quelques années, bien sûr. Hein. Voilà, donc tu sais maintenant un petit peu l'origine de cette présentation de l'édition 6. Hein. Donc le nom, c'est, comme on l'a dit, un Textimove, pour montrer qu'il y a du mouvement, parce que ça se cale par rapport aux JO. Hein. Donc par rapport aux JO, on a mis du mouvement. Et d'ailleurs, tu as vu, il y a beaucoup de représentations du sport. Et donc les textiles mis au service d'un projet qui est les Jeux Olympiques de France, bien sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, je pense qu'on peut conseiller à nos auditeurs vivement d'aller voir cette exposition qui est au Tripostal à Lille, à côté de la gare, alors, comme tu nous l'avais rappelé. Oui, alors comme tu l'as vu, elle est sur 3 niveaux, donc il y a beaucoup de choses finalement. Ah oui, elle est très complète et elle est très vivante surtout. Voilà, donc j'y ai rencontré quelqu'un, alors... Au début, tu vois, il y a tellement de choses que savoir à qui on va s'adresser, c'est pas toujours facile. Donc après, il faut faire des choix. Et donc, j'avais rencontré cet artiste dont on va parler, qui, elle avait l'air inspirée par son œuvre. Et en fait, son œuvre, quand je l'ai vue de face, j'ai vu des fils. Et quand j'ai vu un peu de côté, j'ai vu un skieur. Donc, en fait, elle réalise avec un fil, un très grand fil, elle réalise, en passant, repassant, etc., sur une sorte de disque, une œuvre dont la vision finale, c'est ce skieur qui jaillit d'une montagne, etc. Donc l'effet est bien rendu, il y a un bel éclairage, etc. Donc voilà, je me suis arrêté un peu pour écouter aussi, poser des questions et puis que vous puissiez l'écouter. Voilà, elle s'appelle Véronique Boyens sur Radio Campus Lille 106.6 FM. Bonjour, je suis Véronique Boyens et je me décris comme filographe, c'est-à-dire que je fais du dessin au fil. Voilà, donc cette œuvre qu'on voit devant moi, là, on peut dire qu'elle a une double lecture. Absolument. Les œuvres que je réalise et qui sont faites d'un seul fil continu qui, avec son chevauchement, de par son chevauchement et son rapprochement dans l'espace, va créer les niveaux de gris et donc une image, mes œuvres se lisent à 2 niveaux. Elles se lisent effectivement de près, ou plutôt commençons de loin et on voit bien le sujet. Plus vous vous éloignez de mes tableaux, plus vous voyez le tableau, et plus vous en rapprochez, plus vous perdez le fil. Et effectivement, on voit alors la complexité du sujet sans plus voir le sujet. On voit le nombre de passages de mon fil qui est toujours tiré en ligne droite et qui est continu,
que je ne coupe qu'à la fin de ma réalisation du tableau, mais aussi, voilà. Donc mon travail est un peu étonnant dans ce sens que plus vous en éloignez, plus vous le voyez correctement. Comment vous arrivez à concevoir ce travail et à voir l'idée finale que vous voulez réaliser à partir d'un seul fil? Alors, il faut savoir que je suis photographe à la base. J'ai cette double casquette, je suis photographe et je suis devenue philographe par un concours de circonstances, je vais dire. Et donc, j'ai commencé à faire du fil tendu dans une période assez difficile de ma vie, du fil tendu mais très graphique, très coloré comme on en trouve sur Internet. Donc, des petits clous, un fil qui se tend de clou en clou et qui au final forme un dessin graphique. Et ça, dans une période assez difficile de ma vie. Mais du coup, j'ai voulu très vite pousser les limites de ce fil tendu pour revenir à un réalisme que je trouvais bien sûr dans mes images photographiques. Et donc, je pars d'une image de départ que je fais moi-même comme photographe ou qu'on me prête à des fins de commande. Et cette image, je vais l'interpréter donc à la manière d'un peintre. Cette image, j'en fais un croquis qui va m'aider lors du tissage véritable de mon tableau, qui va m'aider à être reproduit en ligne droite. Donc je construis de par une image, j'en passe à un croquis de ligne droite et ce croquis, je le garde à côté de moi lorsque je tisse et je ne fais que le transposer avec mon fil. Donc le véritable travail, il se trouve en amont du tissage et aussi pendant et après le tissage parce qu'il faut revoir certaines zones de mon tableau, etc. Mais ça part d'une image de base. Voilà. Donc quand vous réalisez votre travail, vous êtes bien sûr assez près. Est-ce que vous avez un miroir qui vous permet de voir aussi l'œuvre de loin ? Non, par contre, j'ai la chance d'avoir intégré les ateliers Saint-Cyr, qui sont un grand lieu au Vaudreuil dans l'Eure, qui sont un grand lieu et qui me permettent de redresser mes tableaux ou de me reculer dans la pièce, parce que souvent je fais du plus petit format, et de juger au fur et à mesure du contraste dans mon image et de la reprendre au besoin. Donc je redresse mon tableau ou je m'en éloigne selon la manière dont je travaille, soit debout, à plat, soit sur mon chevalet droit. Donc ici on est dans un espace très particulier puisqu'il y a un thème et vous avez répondu à une demande, à une commande. Absolument, absolument, mais tout de même en y mettant ce que j'aime. Ça émane tout de même de mes tripes. Je suis dans la thématique, mais je voulais quelque chose d'onirique, de poétique, avec des volumes, des courbes, quelque chose de féminin. Et donc, je me suis fait plaisir avec cette espèce de montagne de soie dans ces courbes. Et puis ce skieur, effectivement, qui est dans un saut, un envol. Et j'ai d'ailleurs appelé ce tableau le grand saut, parce qu'effectivement, pour moi, qui n'en suis qu'au début de mon activité artistique sur la philographie, c'est la première fois que je fais un aussi grand format. Donc c'est un grand saut pour moi parce que c'était une première et au niveau technique, il fallait que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà, donc c'est un disque, on peut dire ça comme ça. Et puis on a donc ce personnage qui jaillit de quelque part. On sent une réelle énergie derrière. Bonjour, je suis Véronique. Après, est-ce que vous avez un miroir qui vous permet de voir aussi l'œuvre de loin ? Non, par contre, j'ai la chance d'avoir intégré les ateliers Saint-Cyr, qui sont un grand lieu au Vaudreuil dans l'Eure, qui sont un grand lieu et qui me permettent de redresser mes tableaux ou de me reculer dans la pièce, parce que souvent je fais du plus petit format, et de juger au fur et à mesure du contraste dans mon image et de la reprendre au besoin. Donc je redresse mon tableau ou je m'en éloigne selon la manière dont je travaille, soit debout, à plat, soit sur mon chevalet droit. Donc ici on est dans un espace très particulier puisqu'il y a un thème et vous avez répondu à une demande, à une commande. Absolument, absolument, mais tout de même en y mettant ce que j'aime. Ça émane tout de même de mes tripes. Je suis dans la thématique, mais je voulais quelque chose d'onirique, de poétique, avec des volumes, des courbes, quelque chose de féminin.
Et donc, je me suis fait plaisir avec cette espèce de montagne de soie dans ces courbes. Et puis ce skieur, effectivement, qui est dans un saut, un envol. Et j'ai d'ailleurs appelé ce tableau le grand saut, parce qu'effectivement, pour moi, qui n'en suis qu'au début de mon activité artistique sur la philographie, c'est la première fois que je fais un aussi grand format. Donc c'est un grand saut pour moi, parce que c'était une première, et au niveau technique, il fallait que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà, donc c'est un disque, on peut dire ça comme ça, et puis on a donc ce personnage qui jaillit de quelque part, on sent une réelle énergie derrière. Absolument, c'est le grand saut dans l'inconnu pour moi, c'est mon quotidien, et donc j'ai voulu le traduire à travers cette image pleine d'énergie, pleine de fougue, d'entrain, voilà. Voilà, eh bien nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres artistes qui présentent des œuvres dans le cadre de ce Futurotextile 6 Textimove. Et donc n'hésitez pas à y aller, c'est le moment, il y a des animations, il y a tout ça, il y a un site futurotextile.quelque chose, FR sûrement. Et là vous aurez les animations, les rendez-vous possibles en solo ou en groupe, c'est sympa aussi. Autre partie de cette émission, elle est consacrée à l'Orchestre universitaire de Lille et l'Orchestre de chambre qui vous présente Cup of Tea. C'est un événement musical, bien sûr, des rendez-vous qui ont lieu dans 3 lieux de la métropole. Alors, pour nous parler de cet événement très proche, eh bien, nous avons invité Noémie Malo, qui est donc une des responsables de cette formation, qui va bien sûr nous expliquer par qui, comment elle a été réalisée, quel est son projet, et après qui va bien sûr nous présenter ses concerts à venir. On donnera bien sûr les dates. Noémie Malo, bonjour. Bonjour. Alors, donc, cet orchestre... Avant, il y a eu un orchestre sur l'université qui s'appelle l'Orchestre symphonique des étudiants de l'Île-Flandre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a longtemps. Il y a longtemps, je devais pas être, je devais être au collège. Ouais. Qu'est-ce qui existe maintenant comme ressources, comme possibilité pour des étudiants qui ont un bon niveau en musique et qui voudraient s'intégrer à une formation universitaire? Du coup, il y a l'Orchestre universitaire de Lille, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Donc, l'orchestre est composé de 3 formations. Donc, il y a l'orchestre symphonique, donc de à peu près 70-80 musiciens, donc une formation symphonique assez grosse avec cordes, vent, percussion et harpe. Ensuite, on a du coup l'orchestre de chambre qui, lui, va être un peu plus petit, qui va un peu s'adapter, faire des programmes un peu plus anciens comme du baroque, du Lully. On va être entre une trentaine et 40 de personnes, avec des fois un clavecin notamment. La dernière session, on a fait par exemple la flûte enchantée avec des chanteurs. Donc on fait des plus gros programmes avec plus de classiques, contrairement à l'orchestre symphonique qui va faire un mélange de musique de film et aussi de musique plus contemporaine. Ensuite, il y a aussi le chœur universitaire de Lille, le COOL, comme on l'appelle, qui est un chœur géré par Marion Gruson, un chœur d'une 40 à 50 personnes. Voilà, donc pour le chœur, ce n'est pas nécessaire de savoir lire la musique, mais d'avoir une bonne oreille. Tandis que pour les autres formations, il faut quand même avoir un niveau certain d'instrument, mais on accepte volontiers tous les étudiants qui seraient motivés de venir.
Voilà, donc ces concerts à venir, on donnera les dates dans quelques instants. C'est un an de travail, un an d'université, on va dire. En fait, pour l'orchestre de chambre, on est séparés l'année est séparée en 2 temps. Donc le premier temps, donc le premier semestre et le deuxième semestre. Donc là, on travaille, on a fini notre premier semestre fin mars. Et depuis début mai, on est en train de travailler sur ce programme. Donc c'est assez court comme temps. Donc c'est 2 mois de répétition pour ensuite faire 3 concerts. Ben voilà, donc peut-être que Léon va poser quelques questions, hein, Léon. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place, du coup, j'ai le document sous les yeux, c'est un voyage sur les côtes britanniques. Alors, on a de la chance d'avoir un chef d'orchestre qui est vraiment formidable, un directeur artistique, qui a passé un temps monstre pour chercher des musiques qui ne sont pas connues. Si vous venez nous écouter, vous ne reconnaîtrez probablement qu'un seul air, l'air le plus connu d'Angleterre, Greensleeve, mais c'est qu'une toute petite partie du programme. Ensuite, on a des compositrices assez méconnues, notamment, on a Doreen Cartwrighton, Elizabeth McConchy, donc c'est vraiment des compositrices qui ne sont jamais jouées. Donc notre chef d'orchestre a décidé de prendre vraiment des musiques inconnues. Et ensuite, il y a une histoire faite par un ancien étudiant comédien. Et cet ancien étudiant, ce comédien, va raconter l'histoire donc d'une femme qui était à Londres, qui est montée à Londres et qui a rejoint les suffragettes. Donc c'est ça le rapport aussi avec les compositrices, c'est de voyager à cette époque-là, à l'époque des suffragettes, en jouant toutes les musiques qu'on a pu entendre. On va même jouer la marche originelle des suffragettes, la composition. Mmh. Donc vraiment quelque chose de très original, de pointu, on va dire. C'est ça. Il y a des œuvres qui sont assez accessibles, il y a beaucoup d'œuvres de danse, parce que de danse qui sonne un petit peu irlandaise, donc assez rythmée, qu'on pourrait imaginer dans la campagne d'Angleterre, mais aussi des œuvres un peu plus compliquées, un peu plus contemporaines, du Briton avec des dénominations de croche très pointues. Donc ça va vraiment être un voyage avec des œuvres assez courtes pour permettre à tout le monde de pouvoir... les œuvres compliquées à comprendre ne sont pas très longues, et après on en a plein d'autres qui sont très agréables à entendre. On a les suites de Holst pour cordes qui sont très très sympas. C'est vraiment des danses populaires d'Angleterre. Est-ce que c'est compliqué pour vous de jouer, j'allais dire, de mettre en musique ces éléments qui ont été glanés un peu partout ? Alors, c'est ça la difficulté, la subtilité de ce programme, c'est qu'on a de la chance d'un côté parce que personne ne connaît ces musiques. Donc, techniquement, on pourrait les jouer un peu moins bien, mais c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Contrairement à, par exemple, notre ancienne session, on avait fait du Mozart, donc là, on ne pouvait pas mettre une note à côté parce que tout le monde connaît l'aria de la Reine de la Nuit, par exemple. Là, on a plus de liberté, mais c'est justement une façon de rendre hommage à ces compositeurs. On va essayer de jouer le mieux possible. Donc le chef s'est vraiment renseigné sur qu'est-ce qui se faisait à l'époque, toutes les œuvres alentours. Donc c'est la difficulté du programme, c'est justement que ce n'est pas connu et il faut essayer de le défendre le mieux possible pour que ce soit convaincant. Ben voilà, Noémie, Léon est déjà convaincu, là, je le sens dans les starting blocks. Alors moi, je me dis que franchement, ça a l'air d'être un beau programme, mais tu as parlé certainement d'un long temps de compréhension pour certaines musiques qui sont du coup plus lentes. Est-ce que toi, tu conseillerais le spectacle à toutes les catégories d'âge, du coup des plus petits enfants aux personnes les plus âgées ? Totalement. Parce que ça va permettre justement d'entraîner les oreilles. Quand je dis elles sont un peu plus pointues, c'est toujours écoutable. Hein. C'est juste, on va moins rentrer chez nous et l'écouter, c'est ça. Mais faut vraiment que tout le monde tout le monde peut venir parce que ça plaira à tout le monde. Il y aura ceux qui seront un peu plus intéressés sur la musique plus scientifique, plus pointue, plus savante, alors que d'autres vont écouter les danses. Je pense que ça peut plaire à tout le monde, ça peut plaire aux enfants. On a aussi de la harpe qui plaît dans ce programme, qui est vraiment beaucoup mis en valeur. Il y a beaucoup de pièces avec quasiment que de la harpe. Et ça va vraiment surtout aider les petits et les plus jeunes d'entre nous vont apprécier, comme les plus vieux. Donc je conseillerais ça vraiment à tout le monde parce que chacun peut y trouver son compte finalement.
Est-ce qu'il y a des airs ou des morceaux qui peuvent rentrer dans la tête, dont on peut s'imprégner, qu'on peut mémoriser? Enfin, est-ce qu'on peut réactualiser justement ce répertoire en le rendant plus populaire qu'il n'a été ou qu'il n'est encore maintenant, même en Angleterre? Bien sûr, bah déjà on fait une fantaisie sur Greensleeve. Donc c'est quand même l'air, je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'air le plus connu d'Angleterre. On a l'impression que c'est un peu leur seul air parce qu'ils le remettent beaucoup. C'est pour ça que notre chef d'orchestre a essayé de chercher d'autres musiques. Mais on a vraiment, nous en tant que musiciens, fait des découvertes musicales d'œuvres qui sont absolument formidables. Donc notamment les gigs de Holst. On a des suites d'Eugène Gossen qui sont des suites qui sont assez enfantines. D'un côté, ça raconte c'est plus un peu comme si on était dans une boîte à jouets. Donc c'est vraiment génial d'apprendre tout ça. Et oui, ça reste en tête. Il y a des choses formidables qui nous restent en tête. Voilà, on ne se lasserait pas de ce Greensleeve, donc un traditionnel irlandais, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est ça, donc là c'est vraiment la musique qu'on présente aux gens pour leur dire de venir à nos concerts. On leur dit va y avoir Greensleeve, mais réellement on va pouvoir vraiment faire connaître d'autres musiques qui sont aussi agréables à entendre, aussi poussées. Mais Greensleeve, c'est quand même la tête d'affiche. C'est la tête d'affiche de notre programme. Donc alors on a dit orchestre de chambre, c'est combien de personnes? Là, actuellement, on est une quarantaine, donc avec l'effectif. Oui, quand même. C'est une grande chambre. Ouais, c'est ça. Avec l'effectif un effectif de cordes, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse. On a une harpe, 3 percussionnistes, des cordes, des bassons, des clarinettes, des flûtes, des trompettes et un trombone. Voilà, j'oublie personne. Donc c'est quand même c'est un gros orchestre de chambre. Carrément. C'est plus un salon. Ouais. Voilà, donc est-ce que ce que vous allez réaliser là, donc sur 3 lieux, on va donner les dates et les lieux, c'est après prévu pour être diffusé ailleurs? Si c'est la question sur est-ce qu'on refera des concerts, non, quand on a fini un programme, nous comme on n'est pas professionnel, on ne peut pas le refaire. D'accord. Cependant, ce sera filmé. Oh. Et aussi, donc on le mettra sûrement sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et aussi, la petite surprise qu'on n'a pas dit sur l'affiche, c'est que demain soir, donc le 20 juin à 20h, nous faisons une générale publique pour réserver aux étudiants. Donc c'est vraiment le dernier moment où on va pouvoir travailler avant nos concerts. Donc j'invite tous les étudiants, tous les personnels de l'université, du Crous à venir parce que c'est réservé pour vous, c'est à l'espace culture, c'est juste à côté. Et donc ça va vraiment être les derniers réglages avant nos concerts. Et malheureusement quand le dernier concert sera fini, on refera plus ce programme-là. Voilà, alors quand on dit à côté, c'est bien sûr à côté de Radio Campus et c'est devant, enfin quasiment devant, la station de métro Cité Scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, donc très beau concert. On peut donner donc les différentes dates ensuite? Bien sûr, il y a le 22 juin à 20h30 à l'église, à la collégiale Saint-Pierre de Douai. Ensuite, le 28 juin, on fait un concert à 20h à Sizouin, donc c'est pas très, très, très loin d'ici, c'est à 20 minutes en voiture, à l'église Saint-Calixte. Et finalement, notre dernier concert, ce sera le 29 juin, à l'église Sainte-Catherine dans le Vieux-Lille à 20h. Est-ce que vous avez fait des repérages de ces 3 lieux? On connaît déjà, je viens de faire le repérage à l'espace culture, et la seule église que je ne connais pas, c'est l'église à Sizouin. D'accord, très belle église. Hein. Moi, j'ai vu des chorales magnifiques là. Ouais,
presque un concours, enfin vraiment un festival de chorale extraordinaire. Ouais, voilà, un très beau lieu. Attends, on a de la chance. Voilà, puis je pense que la population sera intéressée. Sizouin, c'est une ville qui aime un peu la culture, etc. Donc, vous trouverez un public très proche, finalement, de votre projet. Donc, on peut peut-être définir un peu donc, le projet pour vous de l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, on va faire une session classique. Donc, on va reprendre le classique avec des symphonies d'Haydn et peut-être un concerto pour trompette d'Haydn en décembre. Et ensuite, nous ferons une deuxième session qui n'est pas encore définie, sûrement mars-avril, avec le Cool, donc le chœur, pour de la musique du Nord, donc tout ce qui est encore Angleterre, mais Norvège, Suède, Danemark. Il y a aussi, si je continue le moment promotion, il y a aussi le chœur qui fait des concerts, le chœur universitaire qui fait des concerts cette semaine, à la fête de la musique notamment, au kiosque, et le 28 juin à la gare Saint-Sauveur, dans une action action contre la faim. Donc vous pourrez choisir, il faut aller voir les deux à deux différentes dates, mais du coup, vendredi 28 juin, il y a le chœur universitaire de Lille à Saint-Sauveur et l'orchestre universitaire de chambre à Sizouin qui joueront. Et est-ce que vous avez, je sais pas, un moment pour recruter de nouveaux musiciens, pourquoi pas ? Bien sûr, donc en septembre, on lance une grosse session de recrutement avec du coup, on fait des petites auditions pour écouter, pour parler aux gens, voir leur motivation, etc. Donc, on va faire beaucoup d'annonces sur les réseaux sociaux, on va aller sûrement au JV. Donc, on recrute dès qu'on a besoin de musiciens, finalement. Donc, par exemple, là, on a 2 flûtistes qui partent, donc on a 2 places de flûtistes. On a des oboïstes aussi qui partent, donc on a des places d'oboïstes. Donc, on recrute assez fréquemment, donc chacun peut rentrer au cours de l'année. Même au cours de l'année, on recrute. C'est quand il nous manque des musiciens, entre 2 sessions, on recrute. Donc, vous ferez appel en septembre ou déjà maintenant ? En septembre, on fera fin août, début septembre, en fonction des effectifs qui manquent. Alors, ce que je vous conseille, c'est de publier l'information sur le groupe Facebook qui s'appelle Quoi de neuf à Lille. C'est le groupe qui correspond à cette émission. Très bien. On est à 6700 abonnés maintenant. Ah oui. Uniquement sur la culture en région, Lille et un peu au-delà, sur la couverture, la zone de couverture de Radio Campus, quoi. Donc voilà, de nombreuses personnes le font et ça permet, au-delà de cette émission, on ne peut pas présenter tout le monde, il y a tellement de choses dans la région que là c'est une façon aussi d'avoir un complément d'information. Quoi de neuf à Lille, c'est facile à trouver, c'est moi qui fais les entrées et les sorties parfois. Mais merci pour cette présentation. Je vous souhaite donc de très beaux concerts, un bel été pour vous ressourcer et puis attaquer cette rentrée où vous ne manquerez pas de nous présenter un petit peu les candidatures que vous allez mettre en œuvre pour avoir une saison qui se tienne encore. J'espère comme ça va être le cas cette année. Merci à vous pour cet entretien et cette invitation. Merci Noémie Malo. Merci à toi d'être venu surtout, hein. C'était très intéressant et j'ai hâte peut-être du coup de vous entendre. Demain. Ouais, peut-être demain. Mais moi je suis stagiaire, c'est temporaire malheureusement. Mais peut-être au plaisir du coup de vous écouter à Douai, à Sizouin ou dans le Vieux-Lille. Très bien. Donc voilà. Merci. Et bonne fête de la musique aussi. Oui, c'est vrai, c'est vendredi, ça arrive.
chronique d'actualité. Elle est signée donc François Hyde, c'est un philosophe. Pourquoi voter ? Cela se passe toujours un dimanche. On se retrouve là à faire la queue comme au supermarché, avec pour seules armes sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Vient enfin l'instant solennel où l'assesseur actionne la poignée de l'urne en marquant son geste du rituel à voter. Voilà, c'est fait. Et pour reprendre les sempiternelles questions-réponses du micro-trottoir paresseux, il y va de notre droit et de notre devoir. Formule magique qui lave et éclaire la conscience de tout citoyen qui se respecte. Certes, mais pourquoi voter ? Au-delà de la mécanique du geste et du devoir accompli, qu'est-ce qui se joue vraiment dans cette histoire ? Essayons de nous élever un peu vers les hautes sphères de la conscience citoyenne. Tout d'abord, la chose politique ne relève pas du simple devoir, mais plus sûrement de l'absolue nécessité. En effet, comme le rappelait déjà Aristote, l'homme est un animal politique. Seuls les dieux et les monstres peuvent vivre hors de la cité. À ce titre, le seul fait d'être partie intégrante de la communauté des hommes fait de nous des agents politiques. En conséquence, ne pas voter serait déjà un acte politique. Car paradoxalement, dire « je me désintéresse de la politique », c'est déjà faire de la politique. Certes, nous sommes là proche du degré zéro de la conscience citoyenne, mais cela montre que de politique, il sera toujours question, et qu'il semble vain de vouloir s'en démettre. Ce qui motive la question du vote, c'est donc cette appartenance, qu'on le veuille ou non, à la communauté politique. Hobbes, dans le Léviathan, soulignait cette nécessité de manière radicale. Pour sortir de cet état de guerre permanente, où l'homme est un loup pour l'homme, il faut passer un contrat social. Et pour ce philosophe, la première des passions qui poussent les humains à la paix, et donc à s'associer, c'est la peur de la mort. Plus tard, Rousseau reprendra cette thèse du contrat social dans son ouvrage éponyme, mais en l'interprétant différemment. Pour lui, le contrat se fait sur la base d'une stricte égalité entre les contractants. Et c'est précisément au moment du vote que le peuple est souverain. Mais ce qui nous intéresse ici au plus haut point, ce sont les motivations du vote souverain, le moment où le peuple se donne à lui-même ses propres lois. Pour ce faire, Rousseau opère une distinction conceptuelle fondamentale entre la volonté de tous et la volonté générale. La volonté de tous est la somme arithmétique des volontés particulières, et donc des intérêts propres à chacun, alors que la volonté générale est l'adhésion de la volonté de chacun à l'intérêt général. Nuance. Il y va ici d'une symbolique de l'isoloir. L'isoloir isole des regards, des influences, des pressions, mais dans le même temps, il doit nous réunir. De cet isolement doit naître une prise de conscience qui fait passer l'individu du statut de citoyen lambda à celui de citoyen universel. Il y a là un processus de réflexion qui doit nous amener à sortir de notre être individuel pour accéder à une forme d'universalité. L'isoloir doit nous abstraire de nous-mêmes, de nos sentiments, nos ressentiments, nos envies, nos haines, nos désirs, nos petites jalousies mesquines, pour nous élever à la hauteur et à la dignité de l'intérêt général. On arrive là au point d'insertion de la politique et de la morale. Vaste programme, me direz-vous, avec un léger ricanement, j'en conviens. Car vous l'aurez compris, nos démocraties modernes sont loin du modèle idéal proposé par Rousseau, où l'égalité entre citoyens règne en maître. Aujourd'hui, c'est bien la division, le clivage et le chacun pour soi qui dominent. Alors quoi ? Faut-il se résigner à vivre la démocratie comme une longue maladie, où chaque citoyen ira dignement honorer son devoir politique, comme les malades vont se faire perfuser à intervalles réguliers ? C'est peut-être un moindre mal, si j'ose dire. Mais si l'on en revient à Aristote, la politique est constitutive de la nature humaine. On peut donc affirmer encore aujourd'hui que tout est politique, au sens élémentaire et noble du terme. L'action politique est partout. Elle relève de la permanence et revêt de multiples formes. Alors si voter est un droit et un devoir, ce que les citoyens se doivent d'accomplir, c'est un devoir d'exigence et de vigilance de tous les instants. Faire en sorte que le fameux contrat social soit respecté ici et maintenant, et pas seulement quelques dimanches, ici et là, entre la poire et le fromage, dans la communion digestive d'une file d'attente polie et résignée. Le vote doit se poursuivre au-delà du bulletin, de l'isoloir et de l'urne, sous la forme d'une exigence permanente, comme on le dit d'une insurrection qui vient. Alors cette fois-ci, et contrairement à nos habitudes, ne soyons pas modestes,
et restons philosophes. Voilà, c'était donc François Hide, qui est philosophe, qui est qui publie un ouvrage, God Bless America, donc un roman. Et puis il sera ce soir à 19h.